Avec le recul, j'ai toujours cru qu'avoir un plan solide était la clé pour éviter le chaos. C'était ma façon de garder le contrôle, de garder les choses prévisibles même lorsque la vie tournait de manière inattendue. Ayant grandi dans une maison où la discipline et l'ordre n'étaient pas négociables, j'ai appris très tôt que la certitude apportait du réconfort. Ainsi, lorsque j'ai gravi les échelons de l'entreprise, ce même état d'esprit m'a aidé à garder une longueur d'avance. Mais que se passe-t-il lorsque le plan même autour duquel vous avez construit votre vie se brise, lorsque tout ce qui est familier devient étranger? C'était la question qui me préoccupait alors que j'étais assis seul à boire un verre, essayant de reconstituer ce qui allait suivre. Avoir un plan solide est tout. Cela donne une direction lorsque les choses semblent s'effondrer. Assis au bar de l'hôtel, perché sur un tabouret haut, j'ai parcouru mes options. La première était de sortir, d'arrêter un taxi et de retourner dans un endroit qui ne ressemblait plus guère à la maison. Mon condo, rempli de meubles design, d'œuvres d'art sélectionnées et d'un air sophistiqué, portait toujours l'influence indéniable de quelqu'un d'autre. Chaque détail criait Candace Whitmore. L'idée de retourner dans cet espace où le passé persistait dans chaque ombre me serrait l'estomac. La deuxième option était de monter à l'étage, où l'after-party officieuse du gala annuel de la société Ajax faisait toujours rage. J'avais déjà surmonté l'événement principal, des poignées de main fermes, des conversations polies et toutes les manœuvres sociales attendues du plus jeune PDG de l'entreprise. La plupart des cadres supérieurs étaient désormais partis, accompagnés de leurs conjoints, laissant derrière eux les jeunes désireux de faire vivre la nuit. Certains clients d'Ajax avaient réservé des suites d'affaires privées pour la soirée, organisant des réunions qui brouillaient la frontière entre le réseautage professionnel et la pure débauche. Ces after-parties avaient la réputation de dérailler complètement. La haute direction a fait semblant de ne pas le remarquer, même si tout le monde savait qu'ils étaient bien au courant de ce qui se passait derrière les portes closes. Ils se sont simplement assurés que leur propre nom restait à l'abri de toute retombée. Rien de tout cela ne m'intéressait ce soir. Cela me restait ma troisième option, rester là où je sirotais mon verre de bite et laisser la nuit s'étendre jusqu'à ce que quelqu'un décide finalement que j'en avais assez. Tôt ou tard, un membre du personnel concerné interviendrait probablement, enverrait un porteur pour m'escorter jusqu'à ma chambre et s'assurer que je ne m'évanouissais pas dans un espace public. Les hôtels avaient une image à entretenir après tout. Cette pensée m'a fait rire dans ma barbe. Une voix familière m'a tiré de mes pensées, m'appelant par un nom qu'une seule personne a jamais utilisé. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. David Nasser, mon ami le plus proche et collègue depuis 4 ans, se tenait à proximité. Ses yeux marron foncé ou presque noirs dans la pénombre me rappelaient toujours ceux d'un requin calculé et illisible, cela convenait, compte tenu de son rôle dans les ventes. J'avais un jour plaisanté en disant que ses yeux roulaient probablement comme ceux d'un prédateur lorsqu'il concluait une affaire. Il avait ri et m'avait dit que cela n'était arrivé qu'une fois le contrat signé. Je l'ai cru. Avec une peau olive, des traits nets et une confiance en soi qui le rendaient impossible à ignorer, Dave avait le genre de look qui attirait l'attention. Les femmes de l'Ajax ont certainement remarqué qu'il était juste un peu plus grand que moi, quelque chose qu'il ne m'a jamais laissé oublier, et qu'il avait une élégance fine et raffinée. Ses cheveux noirs et ondulés étaient toujours coiffés à la perfection, son visage rasé de près et sa garde-robe tout droit sortie d'un magazine de mode européen. Mais je le connaissais au-delà de l'image soigneusement sélectionnée. Au-delà de tout cela, Dave était exactement ce qu'il avait toujours été, un flirt encourageable et un coureur de jupons impénitent. Il sourit du même sourire facile qu'il arborait dans presque toutes les situations, qu'il s'agisse de conclure une affaire ou de faire une blague à mes dépens. Je ne pensais pas avoir jamais rencontré quelqu'un qui souriait autant que lui, même s'il était un imbécile. Il a fait quelques commentaires sur mon choix d'activité pour la soirée, soulignant que rester assis dans un bar à boire du whisky n'était pas vraiment une façon productive d'avancer. Comme si je ne le savais pas déjà, je pouvais dire qu'il pensait à la semaine dernière, lorsque j'avais annulé ma propre fête de 30 ans. Cela suffisait comme déclaration. Personne ne l'avait demandé, mais ils en connaissaient tous la raison. La vérité était que ce n'était pas seulement à propos de Candace, ce n'était pas seulement à propos de ce qu'elle avait fait ou de la façon dont tout s'était effondré. Il s'agissait d'être coincé sur place, incapable de comprendre la prochaine étape. Dave ne s'est pas retenu. Il m'a rappelé, de sa manière directe, que le pont était déjà brûlé. Candace me ramènerait probablement dans un instant, mais la vraie question était de savoir si je le souhaiterais un jour. Essayer de reconstruire quelque chose qui s'était déjà effondré n'était pas seulement difficile, c'était impossible. Je n'ai pas discuté parce que nous connaissions tous les deux la réponse. La trahison change tout.
L'amour a le don de vous faire voir les choses à travers des lentilles roses, mais une fois ces lentilles brisées, vous ne pouvez pas ignorer la vérité. Et la vérité était que les fissures avaient toujours été là. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. La réalité a une façon de rendre les choses douloureusement claires. Les défauts que j'ignorais autrefois sont devenus manifestement évidents. Les choses que j'avais justifiées ou négligées étaient désormais impossibles à nier. J'avais mis Candace sur un piédestal, comme le font la plupart des gens au début d'une relation, croyant à l'illusion qu'elle pourrait y rester. Mais la plus dure leçon d'amour n'est pas seulement de voir quelqu'un tomber de cette hauteur, c'est quand il ramasse le piédestal et vous écrase avec, ne laissant rien d'autre qu'un cœur brisé et des souvenirs saignants. Un rire aigu me sortit de mes pensées en spirale. Dave, la force fondamentale de ma vie, avait toujours parlé, faisant des commentaires désinvoltes sur le fait que la famille de Candace ne serait pas vraiment ravie si nous nous remettions ensemble. Il était indéniable que si quelqu'un avait brûlé ce pont, c'était bien lui. Il n'y avait cependant aucun regret dans sa voix. Au contraire, il trouvait tout cela amusant. Il n'avait jamais eu peur de la confrontation, et les conséquences de ma rupture avec Candace n'avaient pas fait exception. Il s'était tenu à mes côtés, avait pris mon parti et, ce faisant, s'était assuré qu'il ne figurait pas non plus sur la liste des cartes de Noël de Whitmore. Pas qu'il s'en souciait. Il a changé de vitesse, me poussant à rejoindre la fête à l'étage, où se déroulait le chaos non officiel de l'après-gala. Il m'a rappelé que rater ma propre fête d'anniversaire était une chose, mais rater le spectacle annuel de Mélanie en train de se faire valoir en était une toute autre affaire. Nous en avons tous les deux ri. C'était devenu une sorte de tradition de vacances, une de ces choses par lesquelles les gens prétendaient être choqués mais s'attendaient secrètement. Puis, comme pour essayer d'adoucir l'affaire, il a évoqué une autre possibilité, que Sarah soit convaincue de m'offrir un tour de danse en l'honneur de mon anniversaire. C'était une pensée tellement ridicule que je ne pouvais m'empêcher de renifler d'amusement. C'était quelque chose qui n'existait que dans les délires de Dave. Dave, comme d'habitude, ne prit pas la peine de cacher son amusement. Il était ouvertement obsédé par Sarah depuis des lustres mais n'avait jamais agi en conséquence. Je l'ai interpellé à ce sujet, me demandant pourquoi il ne lui avait pas simplement demandé de sortir avec elle au lieu de fantasmer constamment. Il n'hésita même pas avant d'admettre que ce n'était pas le rejet qui lui faisait peur, mais la possibilité qu'elle dise oui. Cela m'a pris au dépourvu. Il a ri de ma confusion, expliquant que Sarah avait une sorte d'énergie qui pouvait dévorer un homme en entier si elle acceptait un rendez-vous. Ce ne serait pas un dîner et un film, ce serait quelque chose de complètement imprévisible, voire dangereux. Il a même plaisanté en disant qu'elle me sacrifierait probablement à une ancienne divinité sombre. Il ne plaisantait qu'à moitié. Nous en avons ri, mais la réalité était que Dave avait raison. Certaines femmes dégageaient une aura de chaos, et Sarah en faisait définitivement partie. Il s'est levé, laissant le choix entre mes mains. Si je voulais rester au bar, perdu dans mes pensées et mon verre, c'était ma décision. Mais si je voulais retourner dans le monde, à l'étage m'attendait et il m'a promis que ce serait une nuit que je n'oublierais pas. Il a fait une dernière remarque, me taquinant à propos de prendre un autre verre, avant de me décider. Puis, à la manière de Dave, il m'a laissé une dernière blague absurde, sur le fait que voir une version à 4 torses de Mélanie pourrait laisser des cicatrices émotionnelles permanentes. Avec un sourire d'adieu, il s'éloigna, son rire traînant derrière lui. Je me suis retrouvé à rire aussi. Il pouvait être difficile à gérer, mais il était le genre d'ami qui rendait un peu plus facile la survie aux jours les plus sombres. Sans son humour vif et sa loyauté implacable, je ne savais pas comment j'aurais survécu ces derniers mois. Ces mois ont été parmi les plus difficiles de ma vie, 3 mois et demi pour être exact. C'était comme il y a une éternité lorsque j'ai rencontré Candace pour la première fois. J'étais alors à l'Ajax depuis environ 1 an et elle venait de réussir l'examen du barreau et commençait sa carrière dans un cabinet d'avocat local. Il était impossible de ne pas la remarquer, 6 minutes 2 secondes, d'une beauté saisissante, avec de longs cheveux dorés et une silhouette athlétique et élancée. Elle avait joué au volley-ball universitaire avant d'aller à la faculté de droit, et cela se voyait dans la façon dont elle se comportait. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui me captivait, c'était la façon dont elle pouvait commander une pièce sans effort, attirant les gens. Elle était charmante mais agressive, pleine d'esprit mais déterminée. Elle était intelligente, insatiable et complètement magnétique. À huis clos, notre relation a été tout aussi intense. Chaque instant passé avec elle était comme une montée d'adrénaline, à la fois émotionnellement et physiquement. Il y avait des moments où survivre à une de nos nuits ensemble était aussi épuisant que de terminer un entraînement CrossFit. Je ne me suis jamais plaint.
Douloureux, bien sûr, des bleus de temps en temps, mais je ne me suis jamais plaint. Nous étions ensemble depuis quelques années avant que je propose. Je l'aurais probablement fait plus tôt, mais, pour être honnête, sa famille m'a vraiment intimidé. Les gens aiment prétendre que lorsque vous épousez quelqu'un, vous ne faites que l'épouser. C'est un mensonge. Vous épousez également leur famille, et la famille de Candace était intense. Ils étaient très unis, le genre de famille où tout était lié. Chaque décision a été pesée par rapport aux attentes collectives. Le plus gros problème, cependant, était que presque tous étaient avocats, son père, son frère aîné et sa belle-sœur. Ils étaient tous profondément ancrés dans le monde juridique. Les Whitmore n'étaient pas simplement une autre famille aisée du sud de la Floride. Ils étaient une centrale électrique. Son père, Conrad, avait un air de supériorité impossible à ignorer. C'était peut-être l'arrogance naturelle d'un avocat de la défense de haut niveau, ou peut-être était-ce simplement l'acte classique d'un père surprotecteur. De toute façon, il ne m'a jamais rendu la tâche facile. Aucun père ne pense jamais que quelqu'un est assez bien pour sa fille, mais avec Conrad, je pouvais ressentir le jugement tacite dans chaque interaction. Sa mère, Rachel, était l'exception. Elle était chaleureuse, accueillante et la seule à m'avoir jamais fait sentir comme faisant partie de la famille. Contrairement aux autres, elle n'était pas avocate, ce qui expliquait probablement pourquoi c'était elle qui tenait tout ensemble. Elle avait la même taille et les mêmes traits frappants que Candace, même si elle se comportait avec une grâce tranquille plutôt qu'une présence imposante. Puis il y avait Brad, le frère aîné de Candace. Si l'arrogance de Conrad était raffinée, celle de Brad était carrément insupportable. Il était le pire des gens ayant droit, condescendant, suffisant et tout à fait trop à l'aise, vivant sa vie grâce au succès de son nom de famille. Il travaillait dans l'entreprise de son père et il était malheureusement évident qu'il n'aurait pas tenu une seule journée ailleurs. Et enfin il y avait l'épouse de Meredith Brad, une avocate spécialisée en droit immobilier, et la dernière pièce du puzzle de Whitmore. La décrire était facile. Imaginez un guerrier amazonien mesurant 7 pieds de haut, avec une présence douane et des proportions impossibles. Maintenant, réduisez cette image à une force ardente de la nature de 1,50 m avec une personnalité suffisamment tranchante pour couper l'acier. Et vous aviez Meredith Whitmore. Elle était impitoyable, calculatrice et terriblement efficace. Ensemble, ils formaient une unité intimidante et inébranlable, et pendant un moment j'ai cru que j'avais trouvé ma place au sein de cette unité. J'avais eu tort. Je n'aurais jamais pensé que ma vie se déroulerait de cette façon. Candace s'intégrait parfaitement à ma famille chaotique et je ne pouvais pas imaginer un avenir sans elle. Alors j'ai proposé. Elle a dit oui. Cet été-là, c'était comme un rêve, je me suis fiancé en mai, j'ai emménagé dans notre condo en juillet et j'ai même décroché une promotion. Tout était parfait, du moins c'est ce que je pensais. En septembre, les choses ont commencé à s'effondrer. Mon nouveau travail exigeait des heures plus longues et même si je n'avais jamais eu l'intention qu'il prenne le dessus sur ma vie, c'est ce qui s'est produit. La tension entre nous s'est accrue, nos plans se sont effondrés. Une fin de soirée à la fois où le week-end de la fête du travail était le point de rupture. Sa famille organisait un grand rassemblement dominical, quelque chose que Conrad préparait depuis un moment. Mais un désastre au travail s'est produit juste avant les vacances. J'ai raté une erreur critique dans un projet et la corriger signifiait travailler tout le week-end. Changer de vol n'était pas une option, alors j'ai dit à Candace qu'elle devrait partir sans moi. Elle était furieuse. Notre pire dispute s'est produite la nuit où elle est partie. Je lui ai rappelé les innombrables fois où son travail nous avait empêchés d'assister à des moments importants, mais cela n'avait pas d'importance. Elle est montée dans l'avion sans moi. Le lendemain, j'ai résolu la crise au travail et j'ai miraculeusement encore eu le temps de me rendre à la fête. J'ai réservé le premier vol vers la Floride, arrivant juste après le lever du soleil. Mais le destin en avait décidé autrement. Mes bagages ne sont pas arrivés, ce qui m'a obligé à attendre 2 heures supplémentaires. Sans ce retard, tout aurait pu être différent. Au moment où j'arrivais à Coconut Grove, la famille de Candace m'a accueilli avec des réactions mitigées, l'étreinte chaleureuse de Rachel, la poignée de main ferme de Conrad et le sourire narquois habituel de Brad. Ils avaient envoyé Candace et Meredith à la plage pour se rafraîchir. Rachel m'a suggéré d'aller les chercher. Je pensais que c'était ma chance de arranger les choses. En descendant le rivage isolé, je les cherchais. Comme je ne les ai pas repérés tout de suite, j'ai supposé qu'ils étaient derrière l'une des dunes, probablement en train de bronzer. Souriant,
j'imaginais les taquineries que je subirais si je les surprenais dans une position compromettante. Puis j'ai entendu quelque chose de doux, des murmures, des gémissements. Mon estomac s'est effondré. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me rapprochais. Une partie de moi espérait avoir tort, mais une autre partie se préparait au pire. Si elle était avec un gars, je le confronterais. S'il y en avait plus d'un, je m'en irais. J'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone, ayant besoin de preuves, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Candace n'était pas avec un homme. Elle était avec Meredith, et d'après ce que j'en disais, elle faisait du très bon travail. Meredith haleta de plaisir en prononçant le nom de Candace, sa voix épaisse. Ma fiancée rigola, traînant des baisers sur la peau de sa belle-sœur. Je restais figé, le cœur brisé. Ils ne m'ont même pas remarqué. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, mais je l'ai fait. La vie que j'avais planifiée, l'avenir que j'avais construit dans ma tête était terminé. Je me souviens à peine du chemin du retour, mais avant de m'en rendre compte, je me tenais devant la mère de Candace. L'inquiétude envahit son visage alors qu'elle posait des questions sur les filles, mais je pouvais à peine trouver une réponse. Ils étaient toujours sur la plage. Ils seraient bientôt de retour. L'émotion m'a frappé durement et avant de pouvoir m'effondrer, je lui ai dit que je devais partir. Conrad a pris la parole et m'a rappelé d'être de retour à temps pour la fête, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Il avait l'air confus lorsque je lui ai dit que ce serait une erreur. Ils avaient besoin de famille ce soir-là et je n'allais pas en faire partie. Je lui ai demandé de faire savoir à Candace que je lui parlerai plus tard, puis je suis parti avant que l'un ou l'autre ne puisse insister pour obtenir plus de réponses. 1 heure après le début du trajet vers Orlando, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je savais déjà que je ne pouvais pas prendre de vol à partir de là, alors j'ai été réacheminé vers Tampa. Quelques heures d'attente supplémentaires n'étaient rien comparé à la nécessité de s'enfuir au 3e coup de sonnerie. J'ai finalement répondu. La voix de Candace était douce, me demandant où j'étais et pourquoi j'étais parti. Elle m'a rappelé que son père voulait que toute la famille soit réunie, mais après ce que j'avais vu, ce n'était pas une option. Elle a hésité, insistant sur le fait que j'avais mal compris, essayant de présenter cela comme une mauvaise interprétation. Mais il n'y a pas eu d'erreur. J'avais vu ma fiancée avec sa belle-sœur et il n'y avait aucune excuse pour réécrire ce qui s'était passé. Sa réponse immédiate a été le déni, comme un avocat s'en tient à sa défense même lorsque les preuves sont accablantes. Elle m'a supplié de parler avant de prendre une décision, mais le mal était fait. Sarcastiquement, je lui ai renvoyé ses propres mots, lui demandant si elle avait réussi à retirer tous les cheveux roux de Meredith de ses dents. Sa voix s'est brisée, mais je n'étais plus intéressé à entendre d'autres mensonges. Avant qu'elle ne puisse lancer une autre tentative désespérée de justification, j'ai mis fin à l'appel et éteint mon téléphone. Au moment où j'ai atteint Tampa et les rallumé, j'avais 19 appels manqués. La plupart venaient de Candace, quelques-uns de Meredith, 1 de Rachel et 3 de Conrad. Alors que je regardais l'écran, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le père de Candace. Sa voix était aiguë, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Candace s'était enfermée dans son ancienne chambre, sanglotant comme une adolescente, et il voulait des réponses. Je lui ai simplement dit que le mariage était annulé. Il était furieux, exigeant une explication, mais je lui ai dit que c'était sa fille qui devait le lui dire. Après un bref silence, son ton changea. N'étant plus seulement un père, il est passé en mode avocat, me poussant à reconsidérer ma décision et à en discuter. Mais il n'y avait plus rien à discuter. Sa fille avait déjà fait un choix et ce n'était pas moi qui paierais pour cela. J'avais un vol à prendre et je ne restais pas une seconde de plus que nécessaire. Il a continué à insister, mais je savais qu'il ne me croirait pas sans preuve. Je lui ai dit que je m'occuperais de Candace à son retour et je lui ai souhaité bonne chance pour le reste de la nuit. En attendant mon vol, j'ai vérifié mes messages vocaux. Candace avait traversé toutes les approches, les questions, la colère, le marchandage et finalement les pleurs. Ça n'a rien changé. Quand je suis rentré à la maison, l'envie de me saouler jusqu'à l'oubli m'a frappé durement. Sachant que je ne devrais pas le faire seul, j'ai appelé Dave. Il est venu me chercher, m'a écouté décharger tout et est resté avec moi pendant que je me noyais toute la nuit dans l'alcool. J'ai dû lui raconter l'histoire au moins 3 fois, devenant chaque fois plus sentimentale. À un moment donné, je lui ai même montré la vidéo plus d'une fois. Le lendemain après-midi, je me suis réveillé avec une gueule de bois brutale et une réalité encore pire.
J'ai dû commencer à comprendre la vie sans Candace. Le seul problème était que je ne pouvais pas l'imaginer. Les 3 mois suivants se sont transformés en une lente descente vers la dépression, interrompue uniquement par des appels et des visites constants de la famille Whitmore. Candace a été la première à arriver. Elle est revenue lundi soir dans un appartement vide, complètement non préparé à ce dans quoi elle est entrée, puisque j'avais temporairement emménagé avec Dave. Son appel frénétique lorsqu'elle a réalisé que j'étais parti a clairement montré qu'elle ne s'attendait pas à ce que je parte réellement. Finalement, j'ai accepté de la rencontrer le lendemain soir. Je suis arrivé à l'appartement et j'ai découvert que Candace avait tout mis en œuvre, du vin pour le dîner, des bougies et une robe qui était partie. Sans aucun doute, elle était magnifique, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Au moment où je suis entré, j'ai mis fin à ses tentatives de la séduire pour sortir de ce qu'elle avait fait. Elle a insisté sur le fait que c'était une erreur, que nous nous aimions et que nous pouvions arranger ça. J'ai demandé si elle réclamait toujours. C'était juste une fois où elle hésitait. Je connaissais la vérité. Je lui ai dit. J'en avais la preuve, une vidéo. La couleur de son visage disparut avant qu'elle ne s'effondre sur une chaise, vaincue. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle me suppliait de ne pas mettre fin aux choses. Mais j'avais déjà pris ma décision 4 mois après nos fiançailles, et elle m'avait déjà trahi, non pas avec n'importe qui, mais avec sa belle-sœur. L'absurdité de tout cela m'a frappé lorsque j'ai mentionné à quel point il était ironique que Meredith nous ait aidé à sécuriser le condo, pour ensuite être la raison pour laquelle notre relation avait pris fin. Candace a à peine murmuré des excuses, qualifiant cela d'erreur, mais pour moi, une erreur était un simple moment de mauvais jugement, pas quelque chose qui s'est déroulé comme ça. Elle ne l'avait pas prévu, mais elle ne l'a certainement pas arrêté non plus, et je n'ai pas cru une seconde que c'était la première fois. Elle était assise là, sanglotant, incapable de croiser mon regard pendant que je lui disais de décider quoi faire du condo. Puis je me suis retourné pour partir. Elle m'a supplié de ne pas m'éloigner, affirmant qu'elle m'aimait toujours. Je l'ai regardée une dernière fois, mes propres émotions menaçant de faire surface, et je me suis forcé à dire ce dont j'avais besoin. Si c'est ta définition de l'amour, Candace, je n'en veux pas. J'ai fermé la porte derrière moi pendant qu'elle m'appelait. Entrer dans un avenir sans elle semblait surréaliste. J'avais toujours imaginé vieillir avec elle, traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. Maintenant que cet avenir avait disparu, quelques jours plus tard, je suis retourné dans le condo. Candace était déjà partie. Elle m'a laissé un mot disant qu'elle rentrait chez elle, mais je n'avais aucune idée de ce que serait sa prochaine décision. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel m'indiquant clairement qu'elle était occupée à réécrire l'histoire. La voix de Conrad Whitmore résonnait dans le téléphone, exigeant de savoir pourquoi je menaçais de publier une vidéo. Il s'est plaint de protéger la réputation de sa famille et de me lancer des menaces juridiques avant même que je puisse dire un mot. Quand il a finalement fait une pause pour reprendre son souffle, j'ai saisi l'occasion de clarifier, je n'avais jamais menacé de divulguer quoi que ce soit. Je n'avais aucune intention d'humilier Candace, Meredith ou les Blancs. Se moqua-t-il, demandant pourquoi Meredith aurait quelque chose à humilier. Ses instincts d'avocat étaient en pleine effervescence. J'ai demandé ce que Candace et Meredith lui avaient dit que j'avais vu. Selon eux, j'avais entendu Candace parler d'un ex-petit ami. Elle aurait avoué avoir couché avec lui il y a 6 mois après notre rencontre avec elle, mais avant que nous soyons fiancés. L'affirmation était que j'avais mal compris et réagi de manière excessive. C'était un mensonge impressionnant, mais toujours un mensonge. J'ai soupiré, sachant qu'une fois que j'aurais dit la vérité, je ne pourrais plus revenir en arrière. Mais Candace ne m'avait pas laissé le choix. Ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur Whitmore. J'ai dit que ce que j'avais vu sur la plage, c'était mon ex-fiancé faisant plaisir à sa belle-sœur. Silence, puis une explosion. Il était furieux, me traitant de menteur, menaçant de poursuites judiciaires, jurant de me détruire si je répandais de telles calomnies. Je m'attendais à de l'incrédulité, mais j'espérais qu'il parlerait au moins à Candace et Meredith avant de passer à l'attaque. Clairement, j'avais tort. Quelques jours plus tard, les attaques ont commencé. J'ai été appelé au service juridique de l'Ajax Corps. Ils avaient été contactés au sujet d'un éventuel procès pour mensonge contre moi avec des questions suggérant que j'avais discuté de la situation avec des collègues, en particulier Dave. Je leur ai donné une réponse vague et professionnelle, en leur expliquant que la rupture était une situation compliquée et que certains essayaient de brouiller les pistes. Ils m'ont conseillé de prendre un avocat. Ce faisant,
j'ai appris que 2 poursuites avaient déjà été intentées contre moi. La première était une tentative préventive d'interdire toute photo ou vidéo impliquant la famille Whitmore. Le second remettait en question la structure financière de notre accord de copropriété, essayant de mettre en péril ma participation dans celui-ci. Mon avocat m'a demandé si j'avais réellement la vidéo. Je le lui ai remis. Il a demandé s'il y avait des copies. Je lui ai dit qu'il n'y en avait pas, il a soupiré et m'a dit que l'affaire ne serait jamais jugée. Les Whitmore ne voulaient pas que la vérité éclate. S'ils insistaient, j'avais la seule preuve qui leur prouverait qu'ils avaient tort et ils le savaient. Mon avocat n'a rien édulcoré. Même si l'affaire n'aurait jamais pu être jugée, le Whitmore pourrait toujours la faire traîner, ce qui me ferait perdre du temps et de l'argent. Il pourrait pousser à renégocier les conditions financières de la copropriété, ce qui rendrait les choses coûteuses pour moi. Pire encore, il pourrait continuer à harceler Ajax, ternissant ma réputation au travail, que ce soit juste ou non. Ils avaient les ressources nécessaires pour me rendre la vie misérable. J'étais abasourdi. Je pourrais gagner toutes les batailles, mais je devrais les combattre chacune. Le coût, tant financier que mental, serait élevé. Cette nuit-là, je me suis défoulé vers Dave, frustré et épuisé. Il écoutait, inhabituellement calme, sans blague ni sarcasme. Pendant une semaine, j'ai mijoté dans mes ennuis juridiques. Puis, sorti de nulle part, mon avocat a appelé. Tout avait été abandonné, plus de procès, plus de menaces. C'était fini. Soulagé, je suis sorti avec Dave pour fêter ça. Avec le désordre juridique derrière moi, je pouvais me concentrer sur mon travail et commencer à effacer Candace de mon esprit. Ses actions au cours du mois dernier m'avaient aidé, mais je n'avais toujours pas ébranlé mes sentiments pour elle. Puis, une semaine plus tard, ces sentiments ont refait surface. Rachel a tendu la main à l'improviste, demandant à se rencontrer. De tous les Whitesore, elle était la seule pour qui j'avais encore du respect. Par courtoisie, j'ai convenu qu'elle allait et venait le même jour, alors j'ai pris une demi-journée de travail et je suis venu la chercher. Nous avons pris un déjeuner rapide avant de nous diriger vers mon appartement pour parler. L'ambiance a changé dès que nous sommes entrés. Fini les bavardages polis, quelque chose de plus lourd se profilait. Avec un verre de vin à la main, Rachel soupira et brisa la tension. Elle a été la première Whitmore à reconnaître le désordre qu'il m'avait fait subir. Même si elle ne pouvait pas parler officiellement au nom de la famille, elle s'est excusée pour les menaces juridiques. Je l'ai remerciée, mais c'était décevant que les autres ne ressentent pas la même chose. Puis elle m'a expliqué ce qui s'était passé après mon départ ce jour-là. Quand Candace et Meredith sont revenus de la plage, elle ne savait pas que j'étais là. Mais quand Candace a reçu mon appel, tout s'est effondré. Candace est tombée dans une épave émotionnelle tandis que Meredith a explosé de colère. Pendant ce temps, Conrad avait secrètement prévu d'annoncer son entrée en politique ce soir-là jusqu'à ce que le chaos l'oblige à reporter son entrée en politique. J'ai exprimé mes sympathies, disant que je savais ce que c'était que de voir des projets s'effondrer. Rachel m'a lancé un regard entendu et a hoché la tête. Je ne comprenais toujours pas pourquoi ils m'avaient poursuivi de manière si agressive. Je ne leur avais rien fait. Rachel a admis que c'était principalement la faute de Conrad. Il avait toujours été farouchement protecteur envers Candace. Quand elle lui a parlé de la vidéo, il l'a vue comme une attaque personnelle, supposant que j'essayais de ruiner leur famille. Mais après m'avoir appelé, il a changé de position. Le père émotif a disparu, remplacé par l'avocat calculateur. Et puis quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose dont je n'étais pas conscient. Rachel hésita, scrutant mon visage, je pouvais voir qu'elle s'attendait à ce que je réagisse. Au lieu de cela, je l'ai juste regardée confuse. « Vous n'êtes pas au courant de la réunion ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Quelle rencontre! Ses yeux se sont fixés sur les miens, évaluant ma réaction. Puis elle a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Brandon, tu as toujours cette vidéo ?» Je lui ai dit la vérité. J'avais laissé une copie à mon avocat et j'avais supprimé l'original. Aucune autre copie n'existait. Donc tu n'as envoyé personne rencontrer Conrad et le reste de la famille la semaine dernière. Insista-t-elle. J'ai froncé les sourcils, confus. Non, de qui tu parles? Elle sourit légèrement. Je pense que son nom de famille était Nash ou Nasha. Un sentiment de naufrage m'a frappé. Nasser, ouais, ça sonne bien. Candace n'a rien dit, mais elle l'a reconnu. Donc tu ne l'as vraiment pas envoyé.
Mon estomac se tordit. Non, j'ai gémi. C'est mon meilleur ami. Rachel réprima un rire. Je leur ai dit ça, mais personne ne m'a cru, enfin, sauf Brad. J'ai haussé un sourcil. Brad, c'est surprenant, n'est-ce pas, dit-elle sèchement. Il ne pensait tout simplement pas que tu étais si intelligent. J'ai ri, malgré mes chiffres. Rachel se pencha en avant, l'amusement scintillant dans ses yeux. Quel que soit son objectif, votre ami a fait forte impression. Conrad a même dit qu'il ferait un excellent avocat, un chasseur d'ambulance, mais toujours un avocat. J'ai secoué la tête, imaginant Dave entrant dans une pièce pleine de Whitmore sans aucune invitation et semant le chaos, apparemment. Continua-t-elle. Il leur a montré une copie de votre vidéo et disons simplement que ça a frappé fort. Pour la première fois, les Whitmore ont dû arrêter de me pointer du doigt et se regarder longuement et sérieusement. Depuis lors, la situation était tendue dans leur foyer. Je soupirai en me frottant le visage. J'aurais dû savoir que Dave en garderait une copie. Rachel l'a fait signe. Je ne l'ai jamais vu moi-même, mais j'en ai assez entendu. Elle prit une profonde inspiration, comme pour se préparer. Dis-moi la vérité, Brandon, dit-elle doucement. Avez-vous vraiment attrapé Candace et Meredith ensemble? Cela ne servait à rien de mentir. Je l'ai fait, et c'est ce qu'il y a sur la vidéo. J'ai hoché la tête. Rachel baissa la tête, les épaules tremblantes. Elle essayait de retenir ses larmes. Instinctivement, je me suis déplacé à ses côtés, enroulant un bras autour d'elle. Elle se pencha vers moi, pressant ses mains contre ma poitrine. Alors que je la tenais dans mes bras, le poids de la vérité commençait enfin à peser sur elle aussi. Pendant un bref instant, réconforter Rachel, c'était comme tenir à nouveau Candace. Sans réfléchir, je la rassurai, ma main effectuant des cercles lents et familiers sur son dos, une habitude datant de l'époque où Candace avait du mal à s'endormir. Puis un rire étouffé éclata. Au moment où Rachel, malgré ses larmes, arborait un sourire complice. Elle a mentionné que Candace demandait depuis lors les mêmes massages du dos. J'ai laissé un petit signe de combien mon absence lui pesait. Rachel a admis que sa fille regrettait tout. À la fois ce qu'elle m'avait fait et ce qu'elle avait perdu. Elle savait que j'aurais été un mari et un père formidable, mais il valait peut-être mieux qu'elle ne réalise jamais pleinement l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés. Puis vint une révélation inattendue, Candace retournait définitivement en Floride et prévoyait de me céder le condo, tandis que je devrais prendre en charge les paiements. C'était sa façon d'essayer de se faire pardonner, mais je n'étais pas convaincu. Elle refusait toujours d'admettre la vérité. Rachel a expliqué pourquoi. Même si la vidéo suggérait plus qu'une simple erreur ponctuelle, il y avait suffisamment de doutes pour éviter toute conséquence réelle. Ce doute était la seule chose qui empêchait Brad de divorcer de Meredith. Si l'un d'eux admettait qu'il y avait plus à dire, leur mariage s'effondrerait. Candace a dû se demander si dire la vérité était important. Rachel a ensuite posé une question qui traversait tout. Si Candace admettait tout et avait vraiment des remords, est-ce que je la reprendrais? La réponse était claire pour moi depuis le vol de retour, je ne pouvais pas. Rachel le savait déjà. Candace le savait aussi, même si elle refusait de le dire à voix haute. Elle voulait toujours se battre pour nous, mais cela n'avait plus d'importance. J'avais déjà abandonné, et si Candace était quelque chose, c'était persistant. Après avoir déposé Rachel à l'aéroport, j'ai appelé Dave. Au moment où il a répondu, j'ai libéré ma frustration. Il était allé en Floride, avait rencontré les Whitmore et leur avait montré la vidéo, tout cela sans me dire que c'était une décision stratégique. Il ne les a jamais fait chanter, il a simplement laissé entendre que plusieurs copies de la vidéo existaient et que la vérité finirait par faire surface. En leur donnant le temps de se préparer à l'inévitable, il s'était positionné comme leur meilleur atout pour contenir les retombées. En échange, ils ne demandaient rien, juste que les poursuites disparaissent. Et ils l'ont fait. Frustré, je l'ai accusé d'avoir volé cette vidéo sur mon téléphone. Il ne l'a pas nié. Il en avait gardé une copie, une seule pour lui, prétendant que c'était sa compensation pour les ennuis. Il m'a assuré que cela n'irait nulle part à moins que je veuille qu'il soit divulgué à l'avenir. Je lui ai dit de le garder enterré. Malgré tout. Je l'ai remercié. Je pensais que c'était fini. Puis je suis rentré chez moi pour Thanksgiving. J'ai eu tort. Quand je suis arrivé à la ferme de mes parents dans l'Indiana, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas.
J'avais hâte de passer du temps avec mes 3 frères aînés et leurs familles, mais la tension avec mes parents était impossible à ignorer. La raison est devenue claire le jour de Thanksgiving. Candace s'est présentée pour le dîner, invitée par ma mère. Ils l'ont appelé un cadeau de Noël au début. Je me demandais avec quel type de politique de retour avec elle est venue. Je n'avais jamais donné à mes parents l'histoire complète de notre rupture, seulement que Candace avait triché et que le mariage était éteint. J'avais également laissé glisser que nous n'avions pas parlé depuis qu'elle est revenue après la fête du travail et, pire, que je l'aimais toujours malgré tout. Ils avaient bien voulu dire, pensant qu'ils m'aidaient, mais leur décision de l'amener ici ressemblait à une trahison complète de ma confiance. Lorsque Candace est arrivée, elle m'a salué, ses yeux plaidant pour une autre chance. Je me suis détourné et j'ai poursuivi ma conversation avec l'un de mes frères. Quelques instants plus tard, mes parents m'ont confronté, me réprimandant pour être impoli. Je leur ai rappelé que c'était leur maison. S'ils voulaient que je parte, ils n'avaient qu'à le dire. Ils sont devenus silencieux et je suis resté. Le dîner était inconfortable. J'ai complètement ignoré Candace, fermant chaque tentative qu'elle a faite pour commencer une conversation. Mes parents semblaient réaliser qu'ils avaient mal calculé, mais mon frère aîné n'était pas intermédiaire. Il m'a appelé pour mon comportement. J'en avais déjà assez. Au lieu de mordir ma langue, j'ai souligné que la vraie rudesse invitait mon ex-fiance sans aucun avertissement. Si c'était ainsi que les choses se faisaient maintenant, nous devrions peut-être inviter tous mes ex à la prochaine famille rassemblant l'enfer, peut-être même mon ex-femme? Le silence a suivi. Mon frère a baissé la tête, sa femme avait l'air furieuse et mes 2 autres frères ont soudainement trouvé leurs assiettes fascinantes. Candace s'est excusée et a quitté la table. Mes parents m'ont lancé des regards reprobants, mais j'ai rendu le regard sans excuse. Ce n'était pas comme Coconut Grove. Je n'allais pas partir juste pour faciliter les choses pour quelqu'un d'autre. C'était ma famille. Je soupirai et suivis Candace dans la cuisine, trouvant son essuyage des larmes. La voyant comme ça, je m'attendais à ressentir du regret, mais je ne l'ai pas fait. Elle a admis qu'elle avait accepté l'invitation parce qu'être ici était encore mieux que d'être avec sa propre famille. J'ai demandé à qui c'était la faute, et elle a reconnu qu'elle et Meredith étaient maintenant confrontées aux retombées de leur choix. Elle a toujours admis ce qui pouvait être prouvé, évitant quelque chose de plus profond, ce qui était exactement pourquoi je ne pouvais pas lui faire confiance. Quand je l'ai pressée, elle a finalement avoué qu'elle avait triché plus d'une fois. Il y en avait eu d'autres au collège et à la faculté de droit et un de plus après avoir commencé à sortir ensemble. Elle ne m'avait jamais parlé de son attirance pour les femmes, craignant de ne pas l'accepter. Si c'était par le passé, comme ses ex-petits amis, je ne me serais pas soucié, mais le fait qu'elle ait aidé sa belle-sœur à tromper son frère. C'était autre chose. Elle est tombée en panne, reconnaissant que Brad n'était pas une bonne personne, mais même il ne méritait pas ce qui s'était passé. Leur mariage se tenait à peine ensemble et elle soupçonnait que s'il ne trichait pas déjà, il le serait bientôt. La seule question était de savoir s'il se déchirerait ou accepterait un mariage ouvert. Pendant ce temps, leur famille était dans le chaos. Conrad essayait d'empêcher les choses de spirale, mais la relation de Candace avec Brad était devenue toxique. Elle a admis que, même si elle n'avait jamais été proche de lui, il la détruirait maintenant si, étant donné la chance pour une fois, elle n'a pas essayé de justifier ce qu'elle avait fait. Elle l'avait trahi comme elle m'avait trahi. Elle voulait faire la paix avec lui, mais elle savait que c'était peu probable. Il ne restait plus rien à dire. La tension entre Candace et moi était épaisse, mais aucun de nous ne savait comment commencer. Enfin, elle a rompu le silence, affirmant qu'elle essayait de me reconquérir. J'ai fermé ça immédiatement. Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Elle a insisté sur le fait que, avec le temps, elle pouvait reconstruire ma confiance, mais je n'étais pas intéressé par les promesses vides. La confiance avait déjà disparu. Elle avait menti depuis le début, m'a trompé 4 mois dans nos fiançailles et a trahi sa propre famille. Quelle fondation y avait-il pour reconstruire? La frustration a bouilli sur l'idée de se demander constamment si elle était infidèle, de ne jamais lui faire confiance. Quiconque, femme ou même famille était insupportable. Je me moqua son raisonnement, appelant son égoïsme. Chaque choix qu'elle a fait, y compris la tricherie, était parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait. Que se passerait-il la prochaine fois? Serait-ce le facteur, un inconnu aléatoire? Candace était assis là à sangloter quand mes parents sont intervenus, essayant de m'arrêter, mais je n'avais pas fini.
Je me suis tourné vers eux en demandant à savoir pourquoi ils avaient trahi ma confiance en l'invitant ici. Ma mère a admis que Candace les avait convaincus. Elle voulait juste s'excuser et me dire combien elle m'aimait encore. Ils pensaient qu'ils aidaient, mais cela n'avait jamais été sur moi. Il s'agissait de ce que Candace voulait, une autre chance, mon pardon. Une embuscade soigneusement orchestrée pour me manipuler, pour lui donner ce qu'elle ne pouvait pas gagner. Tout le monde s'était concentré sur ses besoins, pas les miens, et encore une fois, elle avait tordu la vérité pour ce faire. Avant que Candace ne puisse m'arrêter, j'ai dit à mes parents la vraie raison, j'avais mis fin à l'engagement. Je l'avais surpris à avoir une proximité avec sa belle-sœur. Le silence était assourdissant. Ma mère a haleté le visage de mon père. Candace boucle de la pièce, attrapant son manteau et son sac à main. Avant de claquer la porte, je suis allé emballer mes affaires pendant que mes parents suivaient leur culpabilité claire. Mes frères et leur famille sont restés à table en regardant les retombées se dérouler. Ma mère, les yeux en larmes, m'a demandé si je rentrerais à la maison pour Noël. Je lui ai dit, non, j'avais besoin d'espace et j'appelais quand j'étais prêt. Alors a mis fin à mon désastrement Thanksgiving. Plus tard, assis dans un bar, j'ai soigné un verre, reconnaissant pour l'évasion. Une femme derrière le comptoir a attiré mon attention. Milieu des années 40, toujours attrayant, bien que le temps ait adouci ce qui était autrefois une beauté indéniable. Son nom Alubeka. Nous avons échangé des plaisanteries ludiques, elle me taquinant de regarder sa poitrine, moi feignant l'innocence. Mais quand j'ai plaisanté sur le flirt, elle l'a fermé en riant. Mentionner sa petite amie ne serait pas ravie. Le rappel de Candace et Meredith m'a fait WSE et elle l'a remarqué immédiatement. Son expression s'est déplacée, en supposant que j'étais mal à l'aise avec son identité. Elle est devenue défensive, mais je l'ai rapidement corrigée. Je venais de perdre mon fiancé au profit d'une autre femme. Son visage s'adoucit de compréhension. Les gens avaient parfois besoin de temps pour comprendre qui ils étaient, a-t-elle déclaré. Mais cela n'a pas rendu la tricherie excusable. Elle ne se souciait pas de qui était Candace. Les tricheurs étaient des déchets. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri en essuyant le comptoir. Elle a demandé ce que j'ai fait pour un marketing vivant. J'ai dit qu'elle sourit des personnages. Puis elle est partie pour remplir la boisson de quelqu'un. La conversation avec Becca a pris une tournure inattendue. Elle m'a assuré que je passerais à travers cela, partageant qu'elle avait été dans une situation similaire il y a des années. Cela avait été difficile, mais finalement elle s'est lassée de vivre dans le gâchis que son ex a laissé. Le temps a aidé et elle a continué. Elle n'avait aucun doute que je le ferais aussi. J'étais jeune, réussi et j'avais le sens de l'humour. J'ai plaisanté pour ne pas être assez mignon pour elle et elle a ri, disant que si elle devait choisir, elle préfère ramener Dave à la maison pour la nuit. Quand j'ai feint l'offensive, elle a expliqué avec un sourire narquois, Dave était en sécurité, à la recherche d'un frisson rapide, alors que j'étais le type de gars pour lequel une femme pouvait tomber. Cela m'a rendu dangereux. Elle ne se trompait pas, Dave a vécu pour la poursuite. S'il se retrouvait dans le lit de quelqu'un, il n'y avait aucune attente, aucune complication. Il était parti avant que le soleil ne se couche. En revanche, j'étais différent. Je ne changerais rien entre elle et sa petite amie, mais les émotions avaient une façon de se glisser. Elle n'était pas disposée à risquer cela. J'ai reconnu la gentillesse dans son rejet. Elle m'a rassuré que quelqu'un me verrait comme un prix qui mérite d'être gardé, et quand je l'ai trouvé, je le saurais. Jusque-là, j'avais besoin de vivre un peu. Il y avait une histoire dans ses mots, mais elle ne semblait pas prête à la partager, alors je l'ai laissée partir avec ça. Elle est passée à un autre client. J'ai payé mon onglet, laissé un pourboire généreux et je suis sorti de l'hôtel prêt pour la nuit en magasin. La fête pouvait être entendue avant même d'atteindre l'ascenseur. Le couloir bourdonnait de gens rassemblés à l'extérieur des portes ouvertes, la musique battant comme un rythme cardiaque. Je me suis glissé dans la foule en essayant de disparaître pendant un certain temps, jusqu'à ce que la voix de Dave coupe le bruit. Il y a, le garçon d'anniversaire, gémissant. Je savais que je devrais le faire payer pour cela plus tard. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai enduré des félicitations, des poignées de main et plus de quelques baisers. Cela a rendu la configuration de Dave un peu plus tolérable. Tout comme je pensais m'être échappé, la musique s'est arrêtée. Sven. Dave se précipitait clairement déjà plusieurs boissons. Vérifiez ici. Comme un homme marchant vers son exécution, je me suis approché, planifiant déjà ma vengeance.
Venez vous asseoir, sourit-il. Nous vous avons offert quelques cadeaux d'anniversaire. Au moment où je me suis assis, des rires ont éclaté derrière moi. Puis, comme une avalanche, Mélanie Schaeffer est apparue. 5 pieds, 3, 230 livres d'énergie pure, enveloppée dans de grandes boucles rouges et une personnalité encore plus grande. Son excitation a rebondi en synchronisation avec sa tristement célèbre poitrine 40, qui avait sa propre réputation. Avant de pouvoir réagir, elle a levé son cardigan. Surprise, a-t-elle crié, pressant ses atouts ridiculement doux et surdimensionnés sur mon visage. Des acclamations et des rires ont explosé autour de nous. Pris au piège dans une étreinte étouffante, j'ai essayé de récupérer ma dignité. Waouh, j'ai réussi, la voix étouffée. Quelle agréable surprise, ou plutôt deux, Mélanie gloussa, plantant un fort baiser sur ma joue avant de se replier. En partant, j'ai tiré sur Dave un regard meurtrier. Il tressaillit mais se rétablit rapidement, souriant en hochant la tête vers quelqu'un. La musique s'est déplacée, ralentissant vers un rythme sensuel et fumé. Puis je l'ai vue, Sarah Jones. Mon souffle a pris. Le vrai spectacle venait de commencer. Sarah, une force frappante dans les ventes, aux côtés de Dave, avait une présence qui a attiré l'attention. Grande, presque ma taille, elle me dominait généralement dans ses bottes de 4 pouces signature. Ses cheveux noirs de jet se faisaient cascade comme une cape dans son cadre maigre, complimentant son look gothique audacieux. Le rouge à lèvres rouge sang, le maquillage des yeux foncés et les yeux bruns perçants qui pourraient traverser n'importe qui. Alors que la musique pulsait, elle se déplaçait comme un prédateur, son chemisier noir et sa jupe rayée étreignant son corps athlétique. Un tatouage enroulé autour de son bras droit, un arbre avec des symboles étranges. En dessous, le visage d'un homme caché dans les branches. Des rumeurs tourbillonnaient selon lesquelles elle symbolisait un amant qu'elle avait sacrifié sous un chêne sur le solstice d'été. Problème absurde, mais approprié pour quelqu'un dogmatisme aussi énigmatique. Dave a toujours plaisanté en disant que sa confiance agressive et son comportement sensuel ont fait acheter les clients plus qu'il ne prévoyait. En la regardant danser maintenant, il était facile de voir pourquoi elle était hypnotique, dégageant de la puissance brute à chaque mouvement. Lorsque ses yeux se sont enfermés sur les miens, c'était comme si elle jouait avec moi, attendant le moment idéal pour frapper. Sans casser le contact visuel, elle a dézippé sa jupe, la laissant glisser vers le sol, révélant de longues jambes sculptées enveloppées dans des talons à lanières noires. Avec un coup de pied rapide, la jupe a volé directement sur Dave, qui grogna en le attrapant. Elle se tourna lentement, taquinant la foule avec la vue de son string à peine là avant de glisser son chemisier. Le soutien-gorge en dentelle noire a accentué ses courbes, ce qui rend impossible de détourner le regard. Puis l'énergie a changé. Une deuxième femme est entrée dans le cercle, Debbie Smith, l'amie de longue date de Sarah est complète en face. Là où Sarah était tous des arêtes et de l'intensité vive, Debbie rayonnait de chaleur et de méfait. Son petit cadre et sa voix girichote la faisaient paraître innocente. Mais quiconque la connaissait comprenait. Elle avait l'esprit d'un enfant sauvage de printemps. Contrairement à la séduction calculée de Sarah, l'approche de Debbie était ludique. Se déshabillant dans un soutien-gorge rose en dentelle et un string assorti, elle tournera et rit, se nourrissant de l'énergie de la foule. Le contraste entre eux était frappant. Sarah était la tentation, dangereuse et délibérée, tandis que Debbie était purement amusante, insouciante et accueillante. Alors qu'ils dansaient, leur chimie est devenue indéniable. Sarah se déplaçait comme un serpent, charmée par la musique, ses yeux passant à Debbie avec un sourire méchant. Debbie a répondu avec des clins d'œil taquinement et des baisers ludiques jetés. Puis, avec un sourire espiègle, Debbie s'est faufilée derrière Sarah et a non placé son soutien-gorge. Sarah a tourné juste à temps, l'attrapant avant qu'il ne tombe, n'aviant à la foule la vue qu'ils espéraient. Un cœur de déception a suivi, mais Sarah, jamais un pour être en reste. Laissez le moment se construire avant de sourire et de laisser tomber le soutien-gorge noir satiné elle-même. La foule a éclaté. Les deux femmes se sont encerclées comme des duellistes, leurs mouvements précis et électriques. Puis, dans un mouvement net et inattendu, Sarah se précipita avant de pouvoir voir ce qui s'est passé ensuite. Debbie a marché directement devant moi, bloquant ma vue avec une étincelle connue dans ses yeux. Elle a retenu mon attention sans effort jusqu'à ce que la foule rugit et qu'elle s'écarte soudainement. Sarah se pencha à la taille, décollant lentement le minuscule string sur ses jambes toniques, son regard froid fixé sur Debbie. Le message était clair, Sarah détestait perdre. Mais alors un sourire narquois se propageait sur ses lèvres, un signe qu'elle n'avait pas fini.
Encore. Avant qu'elle ne puisse faire son prochain bouger, une voix profonde a traversé l'excitation comme une lame. Harold Bingham, notre vice-président de l'ingénierie, avait décidé que le spectacle était allé assez loin. Son commandement en plein essor pour que la performance mette fin à tout le monde a surpris, même Sarah. Debbie, pris au dépourvu, trébucha, tombant directement sur mes genoux. Instinctivement, j'ai atteint la stabiliser, mes mains, atterrissant directement sur elle. La chaleur rayonnait à travers la lacet mince alors qu'elle s'installait contre moi. Le rire et la déception de la foule ont rempli l'air alors que Bingham plaisantait sur les limites du divertissement de notre groupe. Puis il m'a appelé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Alors qu'il soulignait où mes mains s'étaient retrouvées, juste sur la poitrine de Debbie, la pièce a éclaté en applaudissements et sifflets. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ce que je tenais des courbes douces et chaudes de Debbie pressées dans mes paumes, putain. Je lâche rapidement. Mais le mal était fait. Elle a ri de rire et a récupéré ses vêtements, pendant que je faisais de mon mieux pour éviter le contact visuel, en espérant que personne ne remarquait le problème très réel avec lequel je faisais maintenant face. La chance n'était pas de mon côté. Une voix calme ronronna derrière moi, taquinant sur mon apparente excitation. En tournant, j'ai rencontré les yeux bleus glacés de Debbie, son sourire narquois cachant à peine le rire menaçant de se répandre. Son sourire était radieux, éclairant la pièce alors qu'elle se penchait, pressant son corps entièrement vêtu contre le mien. Elle a suggéré que nous allons dans ma chambre. Quelque chose à propos du nettoyage correctement. J'ai soupiré, me souvenant de ma règle dure à l'égard de ne jamais s'impliquer avec les femmes mariées. Après Candace, cette règle était absolue. Mais alors Debbie a rendu les choses plus compliquées. Elle a avoué que son mariage était sur les rochers, découvrant récemment l'infidélité de son mari. Elle n'était pas sûre si elle le quitterait à rester jusqu'à ce qu'elle trouve une meilleure option ou essaie de sauver ce qui restait, mais une chose était certaine, ses règles avaient changé. Son regard s'est enfermé sur le mien, en attendant ma décision. Je souris, jouant le jeu, et elle s'est allumée d'excitation, saisissant un petit sac. Elle a bouclé son bras autour du mien, me traînant pratiquement vers l'ascenseur. À l'intérieur de ma chambre. Elle n'a pas perdu de temps à jeter son sac sur la table. Elle m'a conduit à une chaise et m'a ordonné de me déshabiller. Je n'ai pas hésité. Une fois que j'étais à mon short, elle a pris soigneusement mon pantalon, les plaçant dans un sac de nettoyage à sec et les pendait devant la porte. Quand elle se retourna, un sourire ludique dansait sur ses lèvres. Puis elle a tiré quelque chose de son sac, un cupcake avec une seule bougie coincée entre son décolleté. Elle gloussa, me souhaitant un joyeux anniversaire, souriant. Je me suis penché, j'ai soufflé la bougie et, sans utiliser mes mains, j'ai pris une bouchée. Debbie rit, jetant le reste du cupcake de côté avant de la rapprocher, nos lèvres se rencontrent dans un baiser lent et profond. La guidant vers le lit, je l'ai allongée, regardant doucement dans ses yeux alors que l'anticipation craquelait entre nous, il était temps de déballer mon cadeau. Allongés ensemble, nos corps encore enchevêtrés, j'ai écouté le rythme de notre respiration lente, la chaleur de la peau de Debbie contre le mien, l'odeur de ses cheveux, la façon dont elle s'adresse parfaitement contre moi. C'était trop facile de se perdre dans l'instant. Alors qu'elle soupirait avec prétende, je l'ai rapprochée, en traînant mes doigts le long de la courbe de sa colonne vertébrale, la serrant doucement, avant de nous endormir tous les deux. À un moment donné, j'ai remué, sentant le mouvement à côté de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé le regard bleu profond de Debbie enfermé sur le mien, une lueur ludique et satisfaite en eux. Elle sourit taquinement, me demandant si j'avais apprécié mon cadeau d'anniversaire. Je gloussai, roulant des yeux. Meilleur cadeau de tous les temps. Elle m'a embrassé doucement, un adieu tacite. La chaleur de son corps a disparu alors qu'elle glissait du lit, assise au bord. Pendant un moment, elle laissa échapper un rire tranquille, secouant la tête à la réalité de ce que nous avions fait. Puis, rassemblant ses affaires, elle a disparu dans la salle de bain. Quand elle a réapparu, elle était légèrement ébouriffée, mais toujours belle sans effort. Je lui ai demandé de rester, mais elle sourit seulement, secouant la tête. Je ne suis pas cette fois. Avant de sortir, elle a fait demi-tour une dernière fois, sa voix, la lumière et la douceur qu'elle m'a remercié et juste comme ça, elle était partie. Je me suis allongé là pendant un moment, regardant le plafond, laissant le sommeil me retirer. Je me demandais si Debbie comprenait vraiment à quel point son cadeau avait signifié. À l'aube, mon téléphone bourdonnait odieusement, me traînant éveillé, gémissant. Je l'ai attrapé.
Dave, sa voix était beaucoup trop déchiquetée pour ce tôt le matin. Il avait quelque chose à partager, quelque chose qui, selon lui, transformait mon mauvais rêve en bon. J'ai accepté de le rencontrer pour le petit déjeuner, mais avant de pouvoir raccrocher, une voix sensuelle interrompue en arrière-plan. Puis vint le son indubitable d'une gifle nette, suivi du gémissement de Dave. Sarah, j'ai à peine traité ce qui se passait avant de prendre le téléphone. Roulé dans le récepteur. Elle a clairement indiqué qu'elle n'était pas heureuse que Debbie m'ait été d'abord arrivée et a exigé que je prenne mon dans leur chambre. Mon cerveau axé sur le sommeil somnambulé. Après quelques marmons incohérents, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je n'allais pas dans la chambre d'hôtel de Dave pour un. J'avais à peine sorti de l'obscurité que Candace m'avait laissé. Je n'avais pas non plus d'intérêt à entrer dans le monde de Dave, où les limites étaient facultatives et aussi tentantes que Sarah. L'idée de voir Dave sans vêtements tout en étant discipliné était suffisante pour m'envoyer directement en thérapie. J'ai ri pour moi. J'étais jeune, réussi et décent, à l'air, pas une mauvaise affaire, et un jour je le prouve à la bonne femme. Jusque-là, je pouvais attendre. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin prêt à passer à autre chose. La présence de Rachel dans ma chambre d'hôtel ressemblait à un écho du passé que j'avais passé des mois à essayer de partir. Elle a porté le poids de l'effondrement de sa famille, mais, contrairement aux autres, elle ne s'est jamais cachée derrière l'arrogance ou les manœuvres juridiques. Elle était la seule Whitmore que j'ai jamais vraiment aimée, ce qui lui a rendu visite plus difficile à ignorer. Elle s'assit sur le bord de la chaise, ses doigts se resserrant autour de son sac, comme si s'accrocher à quelque chose de tangible la garderait stable. J'ai regardé qu'elle reprend le lendemain, son extérieur soigneusement composé montrant les premiers signes d'usure. Il y avait quelque chose de étrangement satisfaisant à voir les fissures dans leur monde parfait. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, elle ne méritait pas cela, mais parce que c'était la preuve qu'aucun d'eux n'était intouchable. Je n'avais pas besoin de demander pourquoi elle était ici. La réponse était évidente, Candace. Elle a commencé à parler de sa fille, de la façon dont elle s'était en spirale car tout était apparu, comment elle a à peine quitté sa maison, comment même Brad, dans sa contrebande habituelle, avait perdu tout intérêt à la tourmenter. C'était étrange d'entendre qu'après tout, Candace n'essayait pas de reconstruire ou d'aller de l'avant, elle était tout simplement coincée. Je m'attendais à la colère, à la manipulation, à une autre tentative de réécrire le passé pour se faire la victime, mais il semblait que le poids de ses choix l'avait finalement rattrapé. Rachel ne me demandait pas de pardonner Candace ou de la reprendre. Cela était clair. Au lieu de cela, elle était là pour faire la paix, pour me dire que, malgré tout, Candace m'avait aimé à sa manière, que son regret était réel, même s'il est venu trop tard. Je ne savais pas ce qu'elle s'attendait à ce que je fasse avec ces informations. Peut-être rien. Peut-être qu'elle avait juste besoin de dire à haute voix pour essayer d'atténuer sa propre culpabilité sur la façon dont les choses s'étaient effondrées. Quand elle s'est finalement tenue pour partir, j'ai ressenti une pan de sympathie inattendue, non pas pour Candace, mais pour Rachel. Elle avait passé toute sa vie à garder la famille Whitmore ensemble, lissant les messages que son mari, son fils et maintenant sa fille avaient faits. Et pourtant, c'était un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre. Après son départ, j'ai regardé le verre vide sur ma table de nuit, les derniers restes du whisky de la nuit dernière attrapant la lumière du matin. Il serait facile d'en verser un autre, de perdre quelques heures de plus dans le confort de l'engourdissement. Au lieu de cela, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti. Le hall de l'hôtel a bourdonné de la vie, des hommes d'affaires vérifiant les touristes rassemblant des bagages, le personnel se déplaçant avec une efficacité tranquille. Je suis sorti, laissant l'air croustillant du matin se couper le brouillard dans ma tête. La ville s'est étendue devant moi, pleine de possibilités, pleine de gens qui n'avaient aucune idée de qui j'étais ou de ce que j'avais vécu. J'avais passé trop longtemps à laisser le passé me définir. Il était temps de s'arrêter. Sans aucune destination réelle à l'esprit, j'ai commencé à marcher. Peut-être que j'appellerai Dave, peut-être que je laisserai Sarah me gronder pour avoir sauté son jeu, peut-être que je me laisserai même profiter du ridicule de ma vie pour une fois. Mais une chose était certaine, je ne regardais plus en arrière.